Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon best-of de l'année 2023. En 2023, rapidement en quelques chiffres, j'ai lu 165 romans, recueils de nouvelles, livres en général que je range on va dire dans une grande catégorie romans et 60 titres graphiques, donc ça a été de nouveau une très bonne année de lecture. C'est pas la plus grosse que j'ai faite, je sais que j'ai déjà fait plus, mais en tout cas voilà, c'était quand même une année bien remplie. Pour autant ça a été une année avec des mois vraiment très différents les uns des autres, certains mois où j'ai lu 4 ou 5 romans et puis d'autres où j'en ai lu une trentaine. Toujours est-il que vous comprendrez qu'avec 225 lectures au total, ça a été un petit peu compliqué d'établir un top 10, donc ça va être un petit peu plus long que ça. Je vais commencer avec vraiment le top 10, la crème de la crème, les 10 lectures que j'ai préférées en 2023. Ensuite je vous parlerai rapidement de 10 mentions honorables, les 10 suivants. Et puis pour terminer, je vous parlerai rapidement de 5 titres graphiques que j'ai beaucoup appréciés. Pour chacune des catégories, il n'y a pas forcément de classement dedans, je sais juste voilà, que les 10 là que je vous présente, ce sont 10 livres qui étaient en haut du panier, qui étaient le top du top, mais après voilà, je les ai pas forcément classés par ordre. Du coup, je vais vous les présenter tout simplement par ordre de lecture. Donc, on démarre tout d'abord avec une lecture que j'ai effectuée au mois de février. Et au mois de février, j'avais lu Grain de sable par Louise Roulier, qui est un roman de fantasy en one-shot que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est aux éditions Critiques. C'est un titre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois cette année, je vous en ai parlé dans mon bilan du PIB, dans mon bilan de mi-année, et puis dans un des bilans lecture que j'avais fait où je regroupais pas mal de mes lectures en début d'année. Dans ce roman-là, on va suivre l'histoire de Lydia, c'est une jeune femme qui a vu son père mourir alors qu'elle était enfant. Son père en fait était un mage qui était assez réputé, qui était vraiment très prometteur, sauf que lors d'un tournoi de magie, il a fait un sort qui s'est retourné contre lui-même et il s'est tué. Suite à ça, la famille de Lydia s'est retrouvée un peu en galère et du coup elle cherche un moyen d'inverser le cours des choses, de changer l'histoire, de changer ce qui a pu se passer, sauf qu'elle va se rendre compte que ça va pas tout à fait avoir les effets qu'elle escomptait et ça va l'amener justement à réfléchir et à se questionner par rapport à tout ça. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est une fantaisie que j'ai trouvé vraiment très chouette et que je vous recommande très chaudement. En plus de ça, c'est un roman en one shot, donc c'est un tome unique, ça fait pas partie d'une série. Pour ma part, vraiment ça a été une très chouette découverte et j'aimerais bien que ce livre soit un peu plus connu. Après ça, je me suis lancée à la découverte d'un des 2 derniers titres d'Alice Oseman qui a été traduit en français, à savoir en l'occurrence Silence Radio. L'année dernière, j'avais mis Alice Oseman pour son œuvre en général dans mon top de mes lectures et c'est également ce que j'aurais pu faire cette année. Donc tout d'abord cette année, j'ai donc lu Silence Radio qui est l'histoire de 2 personnages, un garçon et une fille. Je précise que c'est pas du tout une romance qui va s'installer entre eux, mais vraiment une histoire d'amitié. Lui en fait c'est Aled, c'est un personnage qu'on suit dans la série de comics Heartstopper, mais qui a été retiré pour l'adaptation, qui a été un peu remplacé par le personnage de Isaac. C'est un garçon qui est passionné par un univers de podcast qu'il a lui-même créé. Et puis en parallèle de ça, on va suivre une jeune adolescente qui elle est passionnée par cet univers de podcast. Qui est très bonne élève, qui est très réputée pour être très studieuse, etc. mais qui finalement s'enferme un petit peu là-dedans. Elle a comme passion l'art et elle va proposer justement à la personne qui gère le podcast de venir illustrer son travail, sans savoir pour autant qu'ils se connaissent, qu'ils ont des personnes en commun qui se sont rencontrées, qu'il y a des histoires communes voilà, entre eux. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Lors du printemps, je me suis lancée à la découverte de l'univers de Pierre Bottero et de son Gwenda Lavire. C'est un univers que j'ai vraiment adoré découvrir, je l'avais jamais lu auparavant alors que vraiment c'est sorti à la bonne époque pour moi. Je suis vraiment dans la tranche d'âge à laquelle j'aurais clairement pu les lire quand j'étais plus jeune. Sauf que non, je les ai découverts seulement très récemment et donc dans leur version audio. J'ai donc lu tout d'abord La Quête des Willan, puis Les Mondes des Willan et enfin Elana. L'œuvre dont je vais vous parler vraiment dans ce top 10, pour le coup c'est vraiment Elana parce que c'est une série que j'ai adorée. La Quête et Les Mondes des Willan, c'est des romans qui s'adressent plutôt à des enfants ou des jeunes adolescents, là où Elana s'adresse à un public qui est un petit peu plus âgé. C'était déjà un personnage que j'adorais dans La Quête des Willan et Les Mondes des Willan et j'ai encore plus aimé suivre son histoire à elle. J'ai vraiment trouvé ça passionnant, j'étais complètement captivée dedans. Ça a été pour moi une très très belle découverte et c'est vraiment une série que je vous recommande très très fort. Les 2 premiers tomes d'Elana se passent en fait avant les 2 trilogies des Willan, par contre le dernier tome se passe après. Donc autant les 2 premiers tomes vous pouvez les lire séparément des Willan, autant le 3e tome ça va être un peu compliqué en termes de compréhension. Je pense que ça a été fait pour que ce soit quand même compréhensible mais vous allez manquer pas mal d'éléments. Donc voilà, en tout cas moi vraiment c'est une série que j'ai beaucoup appréciée.
On va rester sur de la fantasy et sur une autre série que j'ai beaucoup appréciée puisque cette année c'était l'année de la fin de la série de la Tour de Garde par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. Du coup j'ai lu les 3 derniers tomes. J'ai commencé l'année, en fait ma toute première lecture de l'année c'était Mort au jet, donc le tome 2 de Capitale du Nord que je n'avais pas encore lu, il était sorti en fin d'année 2022. Et puis en 2023 on a eu finalement les 2 conclusions et la conclusion générale de la série avec Capitale du Sud 3 et Capitale du Nord 3. Et de nouveau ça a été de très très belles lectures, j'ai beaucoup aimé la fin qui a été ficelée par les 2 auteurs, j'ai beaucoup aimé comment tout s'articulait. Séparément c'est des tomes que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire, auxquels j'ai mis des notes à chaque fois je pense de 17 ou 18 sur 20, parce qu'ils m'ont pas fait ressentir l'émotion du coup de cœur, mais pour autant voilà, ça a été de très belles lectures que je ne peux que vous recommander de découvrir si vous aimez la fantasy, plutôt la fantasy un petit peu descriptive, un peu narrative, avec pas mal de complots et un univers qui est vraiment très bien construit et qui est construit également dans l'histoire, avec une histoire très longue et bien ficelée, etc. C'est vraiment un univers que j'ai adoré. Mais pour le coup, le tout dernier tome, voilà, le fait de le finir, ça m'a quand même fait verser ma petite larme, de me dire que ça y est, c'était la fin, et de voir justement à quel point tout était bien organisé, tout était bien fait pour que tout s'articule bien dans la fin. Donc voilà, du coup vraiment c'est une série que je vous recommande encore une fois. Je pense que je continuerai quand même à vous en parler régulièrement, mais c'est vrai que c'est une lecture qui m'a accompagnée finalement au cours des 3 années de publication, puisque je les ai lues au fur et à mesure, et vraiment c'est de la fantasy donc adulte que je vous recommande très fort. C'est pour moi l'une de mes plus belles découvertes en fantasy ces dernières années. Ensuite on change de genre et je vais vous parler d'un roman adolescent et d'un roman historique, puisque cette année il y a eu la parution du nouveau titre de Ruta Sepetys, à savoir Si je dois te trahir. C'est un titre qui se passe en Roumanie sous la dictature de Ceausescu, donc c'est vraiment de l'histoire qui est très récente, qui se passe à la toute fin des années 80, début des années 90, et en Roumanie, donc en Europe, pas très loin de chez nous. Et c'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît assez peu. C'est un pays qui à cette époque-là était vraiment marqué par la peur qui était faite, qui était subie par le peuple roumain, où tout le monde finalement était des informateurs à la solde du pays. Il y avait un risque de trahison d'un petit peu partout, vraiment une constante surveillance d'absolument tout, que ce soit ce que les personnes lisaient, écoutaient, voyaient à la télé avec une seule chaîne, de ce que les personnes avaient comme information du monde extérieur, ce que le monde extérieur aussi avait comme information de ce qui se passait en Roumanie. Enfin vraiment voilà, on est sur quelque chose de très isolé, de très contrôlé. Les marques aussi qui avaient le droit, que ce soit des marques... Enfin, n'importe quel type de marque en fait, y compris des marques alimentaires, enfin voilà. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment très bien fait, que j'ai beaucoup aimé suivre. J'ai dévoré, je crois, sur une journée cet été, et ça a été une très belle lecture. Mais de manière générale, j'aime vraiment beaucoup le travail de Ruta Sepetys, et particulièrement les derniers titres qu'elle a sortis, à savoir donc celui-ci et Hôtel Castellana, son avant-dernier. Toujours au mois d'août, et toujours un titre que j'ai dévoré sur une journée à peu près. On retourne avec Alice Oseman, puisque l'autre titre qu'elle a sorti en début d'année 2023, il s'agissait de I Was Born for This. Et c'est un titre que j'ai vraiment adoré. Je crois que pour le coup c'est le seul titre d'Alice Oseman auquel j'ai accordé la note de 20 sur 20. J'en ai pas mis des masses cette année, mais celui-ci ça en fait partie. Non pas forcément que ce soit un roman parfait, mais parce qu'au moment où je l'ai lu, c'était le roman parfait, c'était le roman qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles, que j'ai vraiment adoré, j'ai été super captivée dedans. Dans ce récit-là, on va suivre ici aussi 2 personnages, un garçon et une fille, et cette fois également on n'est pas tellement sur une romance. D'un côté on a un jeune garçon, c'est un personnage trans et il fait partie d'un groupe de musique qui a connu un énorme succès très rapide, alors qu'il est seulement un grand adolescent qui a quelque chose comme 18 ou 19 ans, pas beaucoup plus. Et puis en face on a une jeune fille qui est à la fin de son lycée, qui réfléchit un peu à ce qu'elle va faire plus tard. Et elle, c'est en fait une des fans du groupe, une personne qui est vraiment passionnée par le groupe et qui finalement se définit beaucoup par ce groupe-là et a du mal à trouver sa place et a du mal à exister autrement qu'en tant que fan de ce groupe. Ces 2 personnages vont être amenés à se rencontrer par un peu le hasard. Ils vont retrouver pas mal de points communs entre eux, notamment par rapport à des questions qui peuvent se poser sur leur vie, sur leur destin, sur ce qu'ils ont envie de faire. Le personnage masculin est très sujet aux crises d'angoisse, etc. Et c'est vraiment très bien traité, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé, oui, très touchant, alors que l'univers, tout cet univers de groupe de musique, de fans absolus, etc., c'est pas forcément quelque chose qui me parle plus que ça au départ, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, au mois de septembre, je me suis lancée enfin dans le dernier tome
des récits du demi-loup, à savoir Clémente nous soit la pluie par Chloé Chevalier. C'est donc la conclusion, le 4e et dernier tome de la série. Ici aussi on est sur une série de fantasy française que j'ai beaucoup appréciée. C'est une série qui est hyper bien écrite. De nouveau on est sur une série plutôt de fantasy avec beaucoup de complots, d'enjeux de cours, etc. Et j'avais beaucoup aimé tous les premiers tomes dans lesquels en fait on suit 2 princesses et puis leurs suivantes qui sont des sortes de dames de compagnie. En même temps elles entrent directement dans la ligne de succession royale, donc c'est vraiment très haut placé. Et on les suit finalement, ces 5 jeunes filles, on les découvre enfants, puis adolescentes, puis adultes. Arrivées à la fin de celui-ci, je pense qu'elles arrivent à une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des personnages qu'on suit pendant des années et des années. Et c'est des personnages que j'ai vraiment adoré suivre. C'était vraiment super bien fait. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome, qui m'a surprise à plusieurs reprises, puisqu'en fait il y a certains événements que je voyais un peu venir et je pensais que ce seraient les éléments finaux, sauf qu'en fait pas du tout, ça se passe au milieu du récit. Et du coup on a encore tout ce qui va se passer après. Et vraiment voilà, c'est un tome que j'ai trouvé très bien maîtrisé, très bien mené, qui conclut parfaitement la série. Et pour moi c'est une série qui a vraiment été un sans faute du début à la fin. Et ici aussi c'est une très belle série de fantasy que je vous recommande chaudement. Celle-ci, les publications se sont étalées sur un peu plus d'années. Et puis ce tome 4 est sorti quand même je crois en 2020, c'est juste que je l'avais toujours pas découvert. Mais voilà, en tout cas vraiment une très belle série de fantasy ici aussi. Si vous aimez la fantasy de cours, de complot politique, d'intrigue, etc. Vraiment je vous la recommande chaudement. C'est très bien écrit et c'est vraiment superbe. Après ça je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu mais pour une version audio, donc je peux pas vous le présenter avec moi. Il s'agit de Leçons de chimie qui s'appelle également La brillante destinée d'Elisabeth Zott. C'est écrit par Bonnie Garmus et c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. C'est un titre qui est sorti du coup en adaptation en série sous le titre Leçons de chimie. Et j'ai pas encore vu la série mais en tout cas ça me tente pas mal. Dans cette histoire là on suit donc l'histoire de Elisabeth Zott qui est une jeune chimiste qui est vraiment passionnée par son travail et qui est un petit peu particulière, elle est un peu loufoque, elle n'a pas forcément le même sens de l'humour que tout le monde, etc. Et finalement on va la suivre dans toute son histoire, on va voir à quel point on va lui mettre des bâtons dans les roues parce que c'est une femme et parce qu'elle est chimiste. D'autant plus à l'époque où ça se passe, puisque je crois que ça se passe de mémoire autour des années 50, peut-être quelque chose comme ça. Et finalement cette femme, on va lui proposer d'animer à la télévision un show dans lequel elle va présenter des recettes de cuisine à heure de grande écoute. Dans cette émission on lui demande vraiment en gros d'être la parfaite ménagère qui explique aux femmes comment faire à manger des repas sains. Sauf qu'Elisabeth, si elle accepte ça, bien que ce soit quand même assez éloigné de ses convictions, c'est parce qu'elle explique qu'en fait tout simplement la cuisine c'est de la chimie. Et donc en fait elle profite de cette émission, de cette grande écoute pour faire passer des messages, à la fois pour instruire à la chimie ses auditrices, mais également pour faire passer clairement des messages d'émancipation féminine, de féminisme, etc. Et puis finalement elle va jamais vraiment se corrompre, elle montre qui elle est et ce qu'elle pense des choses. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre. On la suit également du coup avec sa fille qui s'appelle Mali et avec leur chien qui s'appelle 630 auquel elle a appris tout un tas de choses. Et c'est vraiment un trio de personnages absolument génial à suivre. La version audio est très chouette. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très prise directement par le personnage d'Elisabeth et puis au fur et à mesure du récit finalement j'ai trouvé ça de plus en plus touchant et de plus en plus chouette et je m'y suis de plus en plus attachée et ça a fini sur un petit coup de cœur. J'ai un petit bémol par rapport à la fin, certaines petites choses que j'aurais aimé voir autrement, un peu moins expliquées, c'était peut-être un petit peu trop gros, mais dans l'ensemble quand même ça a été une très belle découverte que je vous recommande. Mon coup de cœur suivant c'est pareil, je l'ai pas avec moi, il faut vraiment que j'aille me l'acheter et me le procurer du coup je pense en version poche. Il s'agit du roman Les Nuits Bleues par Anne-Fleur Multon et c'est un titre que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé hyper touchant. On est ici sur une romance puisqu'en fait on est sur l'histoire d'Anne-Fleur Multon avec sa compagne. Elle nous raconte comment elles se sont rencontrées début 2020, comment elles décident d'emménager ensemble alors que la pandémie du Covid arrive. Et finalement le Covid c'est vraiment pas quelque chose dont on va nous parler, c'est vraiment juste ce qui explique le fait qu'elles se retrouvent à habiter très tôt ensemble et à avoir cette relation qui se nourrit en étant 100% ensemble toute la journée, etc. Et c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié suivre, c'est vraiment une déclaration d'amour d'Anne-Fleur Multon à sa femme. Vraiment c'est un très chouette récit, c'est écrit avec une forme qui mélange un petit peu les vers libres, la poésie et le roman plus classique. C'est une forme qui est assez moderne, avec un langage qui est parfois assez explicite et assez cru sur certaines choses, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé suivre ça. Je connaissais pas spécialement le travail d'Anne-Fleur Multon, je crois que je l'avais déjà lu en jeunesse, mais c'est à peu près tout, et en tout cas je suis très curieuse de voir ce qu'elle fera ensuite et si elle ressort d'autres romans en littérature générale, je les lirai avec grand plaisir.
Vraiment c'est un titre que j'ai dévoré. Je l'avais commencé très tard un soir donc j'ai pas pu le lire d'une traite, mais sinon clairement c'est ce que j'aurais fait. Et du coup pour terminer, mon dernier coup de cœur de l'année, également au mois de décembre, c'était Tant que fleuriront les citronniers. C'est l'un des derniers livres que j'ai lu en 2023 et c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Salama, qui a 18 ou 19 ans et qui vit en Syrie. Lorsque les révoltes vont éclater en Syrie, Salama, qui est une étudiante en pharmacie, se retrouve finalement propulsée au grade non seulement de médecin mais également de chirurgienne. Elle fait du coup du mieux qu'elle peut dans l'hôpital qui accueille les victimes des différents bombardements, des attaques armées, etc. Et on va suivre avec elle vraiment son quotidien. Toute sa famille a été complètement décimée par tout ce qui s'est passé et elle vit du coup avec sa belle-sœur qui s'appelle Layla, qui est enceinte de son frère qui lui a été emprisonné par le régime. En parallèle de ça, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Kenan. Et lui, Kenan, il est seul lui aussi avec son petit frère et sa petite sœur dont il essaye de s'occuper. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il filme beaucoup de choses avec son téléphone pour pouvoir ensuite les partager sur YouTube pour essayer d'alerter sur ce qui se passe en Syrie. C'est vraiment un roman qui se passe complètement à notre époque à nous. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Par exemple, ils sont très fans tous les deux de l'univers des Ghibli. Ils ont vraiment une vie en fait qui est moderne, qui est celle que nous on peut avoir aussi, jusqu'à ce que tout explose, jusqu'à ce qu'il y ait le régime qui se mette en place, tous les révoltes, etc. Et à partir de là, ça devient vraiment très très compliqué pour eux. Finalement, au fur et à mesure du récit, va se dessiner pour eux l'espoir d'un départ vers l'Europe. Et ensuite, tout un parcours de migration qui sera également semé d'embûches, bien entendu. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé touchant et comme je vous ai dit, vraiment trouvé très moderne. Et c'est un beau récit, c'est une belle histoire d'amour qui se tisse également entre eux, que j'ai trouvé vraiment crédible et bien faite. Après ce petit état des lieux des 10 romans ou séries qui ont vraiment le plus fait chavirer mon cœur en 2023, je vais donc vous parler rapidement des 10 autres titres que j'ai beaucoup aimé lire en 2023. Tout d'abord, comme je vous disais, j'ai lu Elana, mais j'ai commencé par La quête des Willan et c'est une lecture qui a vraiment marqué mon année. J'y ai vu quelques défauts, c'est pour ça que c'est pas au même stade qu'Elana, mais il n'empêche que c'est un titre que j'ai beaucoup aimé et du coup c'est pour ça que je me suis procuré la très belle édition anniversaire lorsqu'elle est sortie. Ensuite, j'ai également été très touchée par le roman Ceci n'est pas un fait divers par Philippe Besson. C'est un auteur dont j'aime vraiment beaucoup le travail et en l'occurrence ici il va parler de l'histoire d'un féminicide. Ce féminicide, il va le raconter du point de vue des enfants et plus particulièrement du fils aîné du couple qui ne vit plus chez ses parents au moment où son père va tuer sa mère. Et il parle vraiment de tout ça en expliquant leur point de vue à eux, du point de vue des enfants. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment très bien fait et très touchant. C'est un titre que j'ai lu lui aussi en version audio et pareil, la version audio est vraiment très bien faite. Après ça, le suivant c'était Persona par Yelena. C'est un premier tome dont j'attendais la sortie avec grande impatience parce que je suis Yelena depuis quelques temps parce que j'ai lu sa série des Chroniques des Fleurs d'Opale. Du coup j'avais un peu suivi toute l'histoire éditoriale etc. autour de Persona et forcément j'avais hâte de le lire. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. On est ici sur de la fantasy young adulte, c'est de la fantasy qui est très lumineuse, qui est très joyeuse, avec un univers hyper attachant, des super personnages et c'est vraiment un très chouette récit. Ce tome-ci n'a pas été le coup de cœur, mais ce n'est que le début de la série, donc voilà, j'ai très bon espoir pour la suite, même si je sais que pour le coup la suite risque d'être un petit peu moins cocooning et qu'il risque d'y avoir un petit peu plus de morts, etc. On est sur une série dans laquelle certains personnages ont des pouvoirs et leurs pouvoirs peuvent être vraiment très différents les uns des autres. Ce sont en fait des sortes de dons, mais qui sont très mal considérés par toute une partie de la population. Et notre personnage principal s'appelle donc Andrea et il a un don de persona qui fait qu'en fait il peut enfiler des masques et puis changer complètement de personnalité, avoir une personnalité qui se fond sur ce masque et il change aussi bien en physique qu'en voix, en manière de faire, etc. dans tout ce qu'il est. C'est un récit qui se veut également être une ode à la différence et c'est un titre que j'ai trouvé très touchant. Après ça, encore 2 lectures audio que j'ai vraiment adorées, 2 romans contemporains. Je les ai lus un petit peu à la suite, donc même s'ils parlent pas de la même chose, c'est vrai que je les associe un petit peu dans ma tête. Le premier des 2, il s'agit de L'heure des femmes par Adèle Bréau. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, qui se base sur une histoire vraiment réelle, puisqu'elle se base en fait sur l'histoire, je crois, de la grand-mère d'Adèle Bréau, si je dis pas de bêtises, à savoir Ménie Grégoire, qui a travaillé pendant des années et des années à la radio, qui a animé plein d'émissions différentes, et notamment plein d'émissions pour parler de la place des femmes, de la contraception, de la sexualité, etc., enfin de plein de choses différentes. Et on suit du coup 2 points de vue, celui de Ménie qu'on va suivre pendant peut-être 25 ou 30 ans, et puis celui d'une jeune femme qui est journaliste et qui commence à travailler sur le personnage de Ménie Grégoire. Et c'est un récit qui m'a vraiment captivée.
Et pour ce qui est du second, il s'agit du roman Le Bureau d'éclaircissement des destins, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le travail de Gaël Nohan en règle générale et celui-ci n'a pas fait exception à la règle. Pour le coup, on est ici aussi sur un roman qui mêle du contemporain et de l'historique, puisqu'on va suivre le travail d'un organisme en Allemagne dont j'ai oublié complètement le nom, mais qui est surnommé le Bureau d'éclaircissement des destins, puisqu'en fait leur travail ça va être vraiment de replonger dans l'histoire des déportés de la Shoah, de replonger dans l'histoire finalement en fait de tous les objets qui ont été retirés aux familles juives et puis d'essayer de remonter leurs traces, de voir s'il existe des survivants, des personnes de leur famille, etc. pour pouvoir leur rendre leurs biens qui ont été appropriés par le régime nazi. C'est un récit dans lequel on va suivre pas mal de destins qui s'entrecroisent, ceux de personnes qui travaillent pour cet organisme, mais également différentes familles juives du coup pendant la Shoah. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est des familles qui viennent un petit peu de partout en Europe et que ça parle pas seulement du destin des juifs français, de la rafle, du Veldiv, on voit beaucoup dans les récits, mais on parle également du destin des juifs grecs par exemple, ou en Espagne, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit-là, c'est un récit que je vous recommande vraiment. Et que ce soit L'Heure des femmes ou celui-ci, les deux lectures audio sont vraiment très bien faites, donc pareil, je vous recommande chaudement les versions audio si ça vous intéresse de les découvrir. Ensuite, une lecture qui m'a accompagnée sur plusieurs mois de l'année puisque j'ai avancé de 3 tomes dans la série. Il s'agit de la série Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery, qui est une série que j'aime toujours autant. J'ai donc lu le tome 3, le tome 4 et le tome 5 et j'aime toujours énormément suivre le personnage de Anne que l'on voit grandir et s'épanouir au fur et à mesure. Dans ce tome 3, elle commence à travailler, donc pareil pour le tome 4 et puis le tome 5, après elle commence à s'installer, à vivre sa vie, à avoir ses premiers enfants. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, que je vous recommande, c'est vraiment très bien écrit, c'est super chouette. Cet été, j'ai également lu Tant qu'il le faudra, le tome 2 par Cordelia. Cordelia, c'est une blogueuse et autrice que je suis depuis longtemps maintenant. J'avais lu déjà ses romans jeunesse qu'elle avait sortis chez Scrinéo. Du coup, j'avais lu le premier tome de Tant qu'il le faudra à sa sortie et puis j'avais laissé pas mal de temps avant de lire ce tome 2. En fait, j'attendais un petit peu d'avoir des nouvelles par rapport au tome 3 et il a mis assez longtemps à sortir, mais là, ça y est, il est sorti en 2023, je crois. Donc bref, du coup j'ai lu ce tome 2, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai trouvé très chouette c'est que finalement les personnages que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2 c'était pas forcément des personnages que j'avais tellement appréciés dans le tome 1, c'était même pour certains des personnages qui m'étaient assez antipathiques, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé, j'étais complètement prise dedans, j'ai dévoré je crois quasiment sur une journée ou un jour et demi, quelque chose comme ça, enfin vraiment je l'ai lu super rapidement alors qu'il fait quasiment 500 pages. Il faut que je lise du coup le tome 3 qui est juste ici derrière pour avoir le fin mot de l'histoire, j'ai vraiment hâte de le connaître. On suit donc ici l'histoire de pas mal de jeunes adultes différents qui ont comme point commun le fait d'appartenir à l'association OMAG, qui est une association LGBT qui a pour but d'éditer chaque mois un journal et puis également d'organiser pas mal d'événements. On suit donc toute une galerie de personnages comme on peut le voir sur la couverture et c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup suivre leur histoire. On a aussi bien des histoires d'amour, des histoires d'amitié, de relations très fortes, de familles un peu qui se trouvent et qui se créent entre ces personnes qui n'ont pas forcément tous de très bonnes relations avec leurs parents. Mais en tout cas oui, c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé et il faut vraiment que je me lance dans le tome 3, mais pareil je sais que je serais un petit peu triste de les quitter. Après Cordelia a également sorti d'autres titres, des nouvelles, etc. dans lesquelles on peut les retrouver. Pour le coup celui-ci je l'avais lu au printemps, j'ai oublié de vous en parler avant, mais cette année on a du coup les 4 projets secrets de Sanderson qui sont sortis, donc 4 romans différents qu'il avait écrits pendant la pandémie du Covid. Et pour ma part, j'ai particulièrement apprécié Tress de la mer émeraude. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tress. Sur les 4, pour l'instant, j'en ai lu que 2. J'ai lu que celui-ci et Yumi. C'était les 2 qui me faisaient le plus envie parce que c'est les 2 qui sont le plus tirés de l'univers de fantasy et c'est ce que je préfère. Mais j'ai hâte également de connaître les 2 autres. Pour ce qui est de l'histoire de Tress, Tress c'est une jeune fille qui vit sur une sorte d'îlot rocheux, un gros caillou globalement sur lequel il se passe pas grand chose. Elle est très amoureuse d'un personnage qui vit lui aussi sur ce caillou rocheux, sauf que lui va être enlevé par une sorte de sorcière et il va être emmené vraiment à l'autre bout du pays. Tress, qui n'a jamais quitté son caillou rocheux et qui est une jeune fille tout à fait classique, décide de se faire pirate pour parcourir toutes les mers. Elle n'en a pas grand chose à faire du fait que ce soit considéré comme étant super dangereux, super risqué et tout ce qu'on veut. Elle, tout ce qui compte pour elle, c'est le fait de retrouver Charlie, son amoureux. Et c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment très chouette. Le personnage de Tress est vraiment top à suivre, donc vraiment une très chouette découverte, même si c'est vrai que c'est un titre qui est assez long et qui comporte quelques longueurs. Ensuite, je vais revenir sur un titre que j'ai également lu en version audio, il s'agit de This Is Not a Love Letter par Anouk Filippini et c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est sorti chez Ozu et c'est un titre que je m'attendais pas à apprécier autant, c'est un roman contemporain young adulte
qui parle vraiment de sexualité et de consentement et de pas mal de questionnements différents. Dans ce récit-là, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou, qui est en vacances dans le sud de la France, sur le Pays Basque. On comprend qu'en fait, Lou, il s'est passé pas mal de choses pour elle dans sa vie au cours des derniers mois. Elle a raté son baccalauréat, elle attend une de ses amies qui s'appelle José qui n'a pas l'air de revenir. Elle veut plus trop avoir de contact avec ses anciens amis qu'elle retrouvait tous les ans dans le Pays Basque. Elle est passionnée de surf mais elle veut plus trop aller surfer avec les autres, elle surfe vraiment dans son coin. Jusqu'au moment où un jeune garçon qui est le fils d'amis de ses parents lui demande de lui donner des cours de surf. Et puis finalement également des cours de conseils amoureux pour séduire les filles. Elle va un petit peu reprendre pied et sourire de nouveau aux autres à travers lui et puis à travers le surf et tout ce qu'ils vont partager ensemble, toutes les réflexions qu'ils vont partager ensemble. On n'est pas tellement sur une romance, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas forcément ce qui ressort le plus dans ce récit. On est plus sur un récit qui prône vraiment le fait de s'aimer, de se connaître soi-même. Et j'ai été très touchée par le retournement de situation qui se passe à l'intérieur, que j'avais vraiment pas vu venir. Vraiment c'est un titre que je vous recommande. Pour ma part, voilà, je l'ai lu parce que j'étais assez intriguée, parce que c'était la fin de l'été, que c'est un récit qui se passe à la fin de l'été. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à en découvrir autant dedans et je m'attendais pas à être aussi touchée à la lecture. Pour terminer cette sélection, je vais terminer avec un autre livre que j'ai lu au mois de décembre. Ça a vraiment été un très bon mois et pour le coup c'est un titre pour lequel je savais que ça allait beaucoup me toucher puisqu'il s'agit du dernier titre de Baptiste Beaulieu, donc Où vont les larmes quand elles sèchent, et c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas Baptiste Beaulieu, c'est un auteur mais également un médecin. Il est maintenant médecin généraliste et il écrit des romans qui pour la plupart ont un lien soit avec le domaine hospitalier, soit avec la médecine, mais c'est pas forcément le cas de tous. En l'occurrence, Où vont les larmes quand elles sèchent, c'est vraiment le quotidien d'un médecin généraliste dans son cabinet et des différentes choses, des différentes réflexions, des différents événements qu'il peut vivre à travers son travail. Donc voilà, c'est un peu les bribes du quotidien de Baptiste Beaulieu qui sont romancées, qui sont mises ensemble. Et du coup, si vous le suivez sur Instagram, il y a pas mal de ces chroniques Instagram qui en fait sont extraites de son roman. Des différents patients, des différentes réflexions, des patients qu'il a pu accompagner, des moments touchants, des moments révoltants, enfin voilà, un peu tout ça. Et c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Je l'ai lu d'une seule traite, il fait quelque chose comme 260 pages, quelque chose comme ça, mais vraiment je l'ai dévoré, j'ai pas réussi à le lâcher même s'il était tard. Ça n'a pas détrôné Toutes les histoires d'amour du monde, qui est vraiment mon roman préféré de l'auteur, mais ça a été une très chouette lecture et du coup je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une copine, mais vraiment je vous recommande la découverte. Pour terminer, je vais vous parler rapidement de mes 5 lectures graphiques que j'ai préférées. Je vais commencer avec la seule que j'ai avec moi en papier puisqu'il s'agit du tome 5 de Heartstopper, bien entendu. Il est sorti au mois de décembre, donc c'est ici aussi une lecture du mois de décembre, vraiment un très bon mois, je vous ai dit. J'aime beaucoup comment la relation entre Nick et Charlie évolue au fil des tomes. Ce tome-ci est pas mal marqué par deux choses, le fait que Nick commence à réfléchir avec l'université, etc. parce qu'il attaque sa dernière année de lycée, et Charlie de son côté, il a encore pas mal de choses à régler par rapport à tous les problèmes qu'il a pu traverser, qu'on a vu dans les tomes précédents. C'est un jeune garçon qui souffre beaucoup d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire. Et puis finalement ce tome en français est sous-titré première fois, donc c'est aussi un titre qui va parler de pas mal de sexualité, de consentement, de pas mal de choses différentes et j'ai beaucoup aimé. Pour les 4 autres, ce sont 4 titres graphiques que j'ai découverts via la plateforme Isneo sur laquelle je poste régulièrement des chroniques. Le premier que j'ai beaucoup aimé, c'était Imawari House. C'est un roman graphique assez long en noir et blanc dans lequel on va suivre 3 colocataires au Japon. Il y en a une qui est américano-japonaise, qui n'a pas vécu au Japon depuis des années et qui revient sur place. Une qui est sud-coréenne et la dernière qui est singapourienne, si je dis pas de bêtises. Ces 3 jeunes filles finalement se retrouvent au Japon, qui est un pays qui les faisait beaucoup rêver, et puis ça va être également l'occasion pour elles de partager beaucoup de choses autour de leur culture, autour de la nourriture, autour de la religion, autour de plein de choses différentes, et également autour du poids de la société, du désir de ce que les parents voudraient qu'on fasse, etc. C'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai été beaucoup touchée par la fin et je m'attendais pas à verser ma petite larme comme ça à la fin. J'ai également beaucoup aimé le roman graphique qui est une sorte d'essai en version graphique et à la fin il meurt par Lou Luby. Lou Luby, c'est une autrice de bande dessinée que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé plusieurs de ses titres. Il y en a un seul autre qui m'a un petit peu moins plu, mais globalement c'est vraiment quelqu'un dont je vous recommande de suivre le travail. Et du coup, et à la fin il meurt, c'est en fait, comme je disais, vraiment un essai. Elle s'est plongée dans toute l'histoire des contes de fées, des différentes variantes qui existent autour des contes de fées, différentes versions qui peuvent en exister. Et elle nous raconte vraiment tout ça au fur et à mesure. Ça parle du coup de plusieurs contes différents.
et de ce qu'on peut tirer des enseignements de chacun de ces contes et des versions de chacun de ces contes. C'est très drôle, c'est illustré avec la patte graphique de Lulubi, donc vraiment je vous recommande à la fois pour en apprendre plus sur les contes et également pour passer un bon moment et rire avec ce récit-là. Et pour les deux dernières, du coup, il s'agit de deux titres jeunesse. Le premier, c'est La Volière aux souvenirs. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très touchant, dans laquelle on suit finalement 3 générations de femmes. On a une grand-mère qui a toujours eu un petit peu de mal à exprimer ses sentiments et le moyen qu'elle a trouvé, c'était de les écrire sur des feuilles de papier colorées, de plier ensuite ces feuilles en forme d'origami et de les installer dans une très grande serre que son mari lui avait construite. Ensuite on a sa fille qui, elle, ne comprend pas très bien la passion de sa mère pour les origamis, qui s'est toujours sentie un petit peu à part et qui vient de perdre son mari. Et puis enfin on a donc la petite fille. La petite fille, elle est très proche de sa grand-mère et elle a du mal à communiquer avec sa mère. Et finalement on est vraiment sur un récit intergénérationnel qui parle de souvenirs, qui parle de transmission, qui parle également des difficultés de communication entre ces différentes générations de femmes qui vont réapprendre finalement à communiquer entre elles. Et puis c'est également un récit qui parle beaucoup du deuil. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment très touchant. Et enfin le petit dernier, il s'agit de l'adaptation en bande dessinée de Nevermore, avec pour l'instant à peu près la moitié du tome 1 qui a été adapté. Les planches sont absolument incroyables, superbes, magnifiques, tout ce que vous voulez. Et Nevermore, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. J'ai hâte de connaître la suite. Le rythme de publication est quand même assez lent et la série est prévue pour être assez longue, je crois quelque chose comme 7 tomes, et ils en sont tout juste au tome 4 en anglais qui vient de sortir ou qui va sortir bientôt. Donc voilà, on est clairement pas rendu. Mais en tout cas pour ce qui est de cette adaptation en bande dessinée, c'est absolument sublime, c'est un vrai plaisir pour les yeux. J'espère très chaudement que la suite va également être adaptée, que ça va pas s'arrêter en cours de route, parce que vraiment j'ai adoré. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo qui sera sûrement un petit peu longue, mais j'espère que ça vous aura plu de revenir avec moi sur mes meilleures lectures de l'année 2023. N'hésitez pas à me dire quelle a été pour vous votre meilleure lecture de 2023, la lecture qui vous a le plus marqué, celle que vous aimeriez vraiment faire découvrir à tout le monde. Pour ma part, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!